Pas d'épisode d'adieu. Pas de départ dramatique. Juste le silence. Un jour, il était là, bricolant sous un capot rouillé avec ses gants orange éclatants, et le lendemain, il avait disparu. Pendant plus de 10 ans, Ed Sheena fut le génie discret qui donnait tout son charme à Wheeler Dealers. Son départ soudain en 2017 ne surprit pas seulement les téléspectateurs. Il révéla une histoire plus profonde. Que s'est-il vraiment passé lorsque Ed a quitté l'émission qu'il avait contribué à construire? Était-ce un conflit créatif, une raison personnelle ou quelque chose de plus complexe? Reprenons depuis le début, pièce par pièce, pour découvrir la vérité derrière l'un des départs les plus commentés de l'histoire de la télévision automobile. Les débuts, un canapé, un garage et une idée. Avant qu'Ed Sheena ne devienne un nom incontournable dans le monde de l'automobile, avant les gants orange et la renommée télévisée mondiale, il n'était qu'un jeune homme curieux, l'esprit plein d'idées et les mains incapables de rester immobiles. Né le 9 mai 1971 à Londres et élevé dans la paisible banlieue du Surrey, Ed grandit entouré de moteurs, d'engrenages et de questions. Ce n'était pas le genre à accepter les choses telles qu'elles étaient. Si un objet bougeait, il voulait savoir comment. S'il restait immobile, il voulait savoir pourquoi. Très tôt, Ed fut attiré par tout ce qui était mécanique. Mais ce n'était pas seulement les boulons et les rouages qui le fascinaient, c'était le potentiel qui s'y cachait. Que pouvait-on réimaginer, détourner ou réinventer complètement? Cette passion l'amena à étudier le design de produits d'ingénierie à la South Bank University de Londres. Tandis que les autres étudiants travaillaient sur des projets prévisibles, Ed avait autre chose en tête. Il n'étudiait pas pour réussir un examen. Il concevait pour étonner. Son premier coup d'éclat prit la forme d'un objet que personne ne s'attendait à voir sur la route, un canapé de salon. Mais ce n'était pas un simple meuble. C'était un véhicule entièrement motorisé, homologué pour la route, baptisé le Casual Lofa. Doté d'un système de direction, de roues et d'une plaque d'immatriculation, ce canapé mobile était aussi fonctionnel qu'absurde. Il attirait les regards partout où il passait et suscitait des conversations là où il s'arrêtait. Mais surtout, il prouvait quelque chose de fondamental sur Ed. Il ne se contentait pas de réparer des machines, il les transformait. Le succès du Casual Lofa ne fut pas un coup d'éclat isolé. Il posa les bases de la première entreprise d'Ed. En mars 1999, il lança Comfy Banana Limited, une société dédiée à la création de machines motorisées aussi farfelues que fonctionnelles. Du cabanon le plus rapide au chariot de supermarché géant motorisé, les inventions d'Ed étaient à la fois ludiques et impressionnantes. Il ne jouait pas avec des véhicules. Il les redéfinissait. Chaque projet lui apportait une attention médiatique, des records du monde Guinness et un public croissant fasciné par son ingéniosité. Mais malgré cette notoriété naissante, Ed restait fidèle à l'atelier. Il ouvrit un centre de contrôle technique et de réparation à Bracknell, nommé Grease Junkie, où il ne se contentait pas de réparer des voitures. Il continuait d'expérimenter. Ce garage n'était pas seulement un lieu de vidange ou de réglage de suspension. C'était un terrain de jeu pour l'innovation mécanique. Les conducteurs venaient de tout le Berkshire et certains repartaient avec plus qu'une voiture réparée. Ils repartaient avec une histoire. Puis vint 2003. Les producteurs de télévision étaient à la recherche de quelque chose de nouveau. Un concept capable de combiner le charme d'un marché de voitures d'occasion avec la technicité des vraies réparations. Ainsi naquit Wheeler Dealers. Le concept était simple, acheter des voitures classiques, les restaurer et les revendre avec bénéfice. Mais sa réalisation nécessitait deux personnalités très différentes. Mike Brower, négociant dynamique et débrouillard, s'occupait des transactions. Il fallait à ses côtés quelqu'un pour incarner la dimension mécanique, quelqu'un capable de redonner vie à une épave. Quelqu'un comme Ed. Dès le premier épisode, la magie opéra. Ed ne se contentait pas de réparer des voitures, il les expliquait.
Il guidait les téléspectateurs à travers des étriers de freins grippés, des embrayages défaillants ou des pannes électriques avec patience et clarté. Son approche méthodique, alliée à l'énergie débordante de Mike, créait un équilibre rafraîchissant et authentique. Ce n'était pas du drame mis en scène ou des tensions exagérées. C'étaient deux passionnés, avec des compétences différentes, résolvant de vrais problèmes en temps réel. Au fil des saisons, l'émission séduisit un public de plus en plus large. Ce n'étaient plus seulement les passionnés de mécanique qui regardaient. Les parents la visionnaient avec leurs enfants. Les bricoleurs prenaient des notes. Des gens qui n'avaient jamais tenu une clé à molette se mettaient à croire qu'ils pouvaient réparer leur propre véhicule. Et cette confiance, cette accessibilité, on la devait en grande partie à Ed. Il ralentissait le chaos. Il rendait les machines moins intimidantes. Il enseignait sans jamais donner de leçons. Au milieu des années 2000, Wheeler Dealers était devenu un succès discret mais massif, diffusé sur plusieurs continents et traduit en plusieurs langues. Mais en son cœur, la magie provenait toujours d'un garage, d'une caméra et d'un homme qui avait un jour décidé qu'un canapé devait avoir des roues. Le voyage ne faisait que commencer, mais l'âme de l'émission était déjà forgée dans un esprit de curiosité, d'ingéniosité et d'un refus catégorique des raccourcis. Tension croissante, une scène plus grande, moins de temps. Le succès a cette étrange capacité à tout transformer sur son passage. Ce qui commence comme un projet de passion dans un modeste garage britannique peut, en quelques années à peine, devenir une marque de télévision mondiale. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Wheeler Dealers. Au fil des saisons, l'émission est passée du statut de favorite confidentielle à celui de succès international, diffusé dans plus de 100 pays. Mais avec cette croissance, sont venues de nouvelles attentes, de nouvelles pressions, et un changement subtil dans ce que l'émission était en train de devenir. Au moment où la série atteignait sa 9e saison, une décision majeure fut prise. La production déménagerait en Californie. Sur le papier, le choix semblait logique. Les États-Unis offraient un trésor de voitures classiques, une culture de restauration florissante et un vaste public avide de nouveaux épisodes. Le changement promettait aussi un climat plus clément, des garages plus spacieux et un accès facilité à une variété impressionnante de véhicules. Pour les producteurs et la chaîne, c'était une évolution. Mais pour Ed China, cela marqua silencieusement le début d'autre chose. Un lent éloignement de ce qui donnait à l'émission tout son sens. Le nouveau décor américain répondait à toutes les attentes de la production. Visuellement impeccable, rempli de voitures haute performance, taillées pour un public plus large. Des muscles-cars trônaient dans tous les coins de l'atelier. Les caméras tournaient dès l'aube et ne s'arrêtaient qu'à la tombée de la nuit. Les délais étaient plus serrés, les budgets plus grands, et les partenariats commerciaux commençaient à dicter ce qui apparaissait, ou non, à l'écran. Au début, tout cela ressemblait à un rêve. Des coffres à outils rutilants, plus haut qu'Ed lui-même, un budget pièces détachées en hausse et toutes les ressources qu'un mécanicien pouvait espérer. Mais en coulisses, le rythme était infernal. Les épisodes devaient être tournés plus vite, les réparations expédiées. Ce qui autrefois prenait 10 minutes à l'écran se retrouvait désormais compressé en une séquence de 90 secondes. Un démontage complet de moteur, réduit à quelques plans accélérés et une voix off expéditive. Ce qui faisait battre le cœur de l'émission, les séquences en atelier, étaient peu à peu sacrifiées au profit d'un format plus court et plus clinquant. Ed remarqua immédiatement la différence. L'émission qui lui laissait autrefois le temps d'expliquer, d'enseigner, de créer du lien, devenait plus lisse, plus rapide et, à ses yeux, plus creuse. Il fit part de ses inquiétudes. Il demanda, parfois supplia, qu'on lui accorde plus de temps pour les réparations, plus d'espace pour expliquer le « pourquoi » derrière le « comment ». Il tourna des gros plans supplémentaires, après les heures de tournage, espérant qu'ils soient gardés au montage. Beaucoup furent écartés. Il restait plus tard que nécessaire
ajustant les choses non pas pour les caméras, mais pour les téléspectateurs qui, encore, mettaient sur pause, revenaient en arrière et apprenaient. Pour Ed, il ne s'agissait pas de temps d'antenne, il s'agissait de valeur. Il avait bâti son identité sur la transparence, sur l'idée de guider les gens à travers de vraies réparations, en temps réel. Il n'était pas un acteur passionné de mécanique, c'était un ingénieur qui, par hasard, se retrouvait à la télévision. Et dans ce nouveau système, cette identité se diluait. Peu à peu, plan après plan. Mike Brewer se retrouva dans une position difficile. Toujours pragmatique, il tenta de ménager la chèvre et le chou. Il savait que l'émission devait évoluer pour survivre dans un paysage médiatique en mutation rapide. Il savait aussi à quel point l'authenticité d'Ed était essentielle à l'héritage de la série. Il fit de son mieux pour naviguer entre les exigences de l'équipe de production et les inquiétudes croissantes de son co-animateur. Mais la tension était là, croissante, comme la pression dans un cylindre scellé. Même les téléspectateurs commencèrent à le ressentir. En ligne, les fans fidèles posaient des questions. Pourquoi les réparations étaient-elles si courtes? Où étaient passés les démontages de boîtes de vitesse? Pourquoi tout semblait-il si précipité? La réponse, bien sûr, c'était le temps. Les producteurs voulaient plus de contenu, plus vite. Les sponsors voulaient des livrables. La chaîne voulait de la croissance. Dans cette équation, la nuance devenait un luxe. Et c'était un luxe qu'Ed ne pouvait pas ignorer. Le point de rupture ne fut pas un clash explosif ou une confrontation théâtrale. Ce fut une accumulation. 1000 petites décisions qui, toutes ensemble, disaient à Ed que l'émission n'était plus celle qu'il avait rejointe. Il commença à envisager ses options, à se questionner sur sa place dans ce nouveau format, à se demander s'il était encore possible de faire le travail qu'il aimait, sans compromis. Il ne le savait pas encore, mais la rupture approchait. Et quand elle viendrait, ce ne serait pas dans un fracas, mais dans un adieu discret et maîtrisé qui ferait pourtant trembler tout le monde de l'automobile télévisée. La rupture. Une vidéo qui a tout changé. Tout n'a pas commencé par une tournée de presse ou un final dramatique. Aucun adieu dans le dernier épisode, aucun indice glissé à la volée. En mars 2017, Wheeler Dealers était diffusé comme d'habitude, avec Ed Sheena à l'établi, remplaçant calmement une pièce défectueuse avec la précision et le soin que les fans lui connaissaient. Mais en coulisses, quelque chose d'irréversible s'était déjà produit. Le 21 mars 2017, Ed publia une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube personnelle. Le titre était simple, « I'm leaving Wheeler Dealers ». Le ton était posé, la diction calme, mais le message, lui, était tout sauf anodin. Assis à un bureau ordinaire, regard fixe, les gants orange à portée de main, Ed exposa sa décision non comme un coup d'éclat, mais comme un choix de principe. L'émission, expliqua-t-il, changeait, et pas dans un sens qu'il pouvait soutenir. Selon lui, la chaîne voulait réduire la place accordée aux séquences en atelier. Les réparations, le cœur technique du programme, étaient raccourcies, voire supprimées, au nom de l'efficacité. Pour certains, cela pouvait sembler banal. Mais pour Ed, qui avait bâti sa réputation sur la pédagogie et la transparence, cette évolution menaçait tout ce en quoi il croyait. L'artisanat, la méthode, l'intégrité, tout était en jeu. Je ne pouvais tout simplement plus continuer, déclara-t-il, non avec colère, mais avec une certitude tranquille. Il exprima sa gratitude envers les fans, envers Mike Brewer et même envers la chaîne. Mais sous la politesse, le poids du moment était palpable. Ed avait tracé une ligne. Il préférait partir que de compromettre la qualité de son travail. La réaction fut immédiate. En quelques heures, la vidéo comptait déjà des centaines de milliers de vues. À la fin de la journée, elle faisait le tour des forums automobiles, groupes Facebook et pages de fans à travers le monde. En quelques jours, elle atteignit des millions de vues et des milliers de commentaires. Les internautes en citaient des extraits, partageaient leurs émotions, spéculaient. Pour beaucoup, c'était la fin d'une époque.
Ed China avait toujours été la constante rassurante, celui qui expliquait sans condescendance, qui ne précipitait rien. Son départ laissait un vide et beaucoup de questions. Malheureusement, ce qui suivit ne fut pas qu'un deuil, ce fut le chaos. Bien qu'Ed ait pris soin de ne blâmer personne, une partie du public reporta sa frustration sur Mike Brewer. Les accusations commencèrent à pleuvoir. Mike n'aurait pas assez lutté pour garder Ed. Il aurait pris le parti de la chaîne. Il aurait laissé l'âme de l'émission lui échapper. Souvent infondées, ces critiques se propagèrent rapidement. Certains messages franchirent les limites, bien au-delà de la critique. Des attaques personnelles inondèrent la messagerie de Mike. Certains commentaires impliquaient même sa famille. Ce qui n'était au départ qu'une déception de fans avait viré à quelque chose de plus sombre. Mike réagit finalement lors d'un podcast. Ses mots furent directs. Il n'y a pas eu de dispute, pas de conflit, pas de drame. Un gars a quitté son boulot, c'est tout. Selon lui, Ed avait simplement décidé de suivre sa propre voie. Il ajouta sans amertume que si Ed avait critiqué publiquement la direction prise par l'émission, lui-même avait choisi de ne pas répondre dans le même ton. Au cours de cet entretien, Mike révéla que la dernière fois qu'il avait vu Ed, c'était dans un bar d'hôtel à Paris. Ils avaient bu quelques verres, ri, puis s'étaient séparés en bons termes. Mais après la publication de la vidéo et la tempête médiatique qui s'ensuivit, le contact fut rompu. La polémique avait laissé des traces. Constatant l'ampleur de la situation, Ed publia une seconde vidéo 6 jours plus tard. Cette fois, il ne parlait pas de l'émission, mais de Mike. Il condamna les attaques qu'avait subies son ancien collègue, affirmant clairement que personne ne méritait de recevoir menaces ou messages haineux. Il rappela que Wheeler Dealers avait toujours été un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions éditoriales du réseau. Ce fut un geste noble, destiné à apaiser les tensions, mais à ce stade, la fracture au sein de la communauté était déjà bien installée. L'émission devait continuer et elle le fit sans Ed. En 2018, un nouveau visage fit son entrée dans l'atelier. Ant Onstead. Ancien policier devenu mécanicien de talent, Ant apporta son propre style. Rapide, sympathique, compétent. Mais ce n'était pas Ed, et il ne prétendit jamais l'être. Il hérita non seulement d'un rôle, mais du poids des attentes. Chaque scène, chaque boulon serré, était comparé à l'héritage de son prédécesseur. Pourtant, les roues continuèrent de tourner. Les lumières de l'atelier restèrent allumées. Mais quelque chose avait définitivement changé, non seulement dans l'émission, mais dans le lien entre les spectateurs et le monde qu'ils avaient autrefois tant aimé. Le départ discret d'un seul homme avait révélé des questions plus profondes, sur le contrôle créatif, l'intégrité et ce que le public valorise réellement. Et pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. Les suites, 2 chemins, 2 visions. Après Wheeler Dealers, Ed China ne disparut pas. Il reprit ses marques. Mieux encore, il s'épanouit dans un espace où il pouvait enfin faire les choses à sa manière, sans fiches horaires, sans coupe imposée par les sponsors, sans compromis. Il lança Garage Revival sur YouTube, puis développa sa propre série signature, Ed China's Workshop Diaries. Là, entouré d'outils et d'idées, il retrouva son rythme. Il restaura des véhicules électriques, reconstruisit des canapés motorisés et expliqua chaque boulon sans se presser. La réponse des fans fut massive. Les commentaires affluèrent, reconnaissant du retour des tutoriels détaillés. À sa 10e vidéo, Ed comptait déjà plus d'un demi-million d'abonnés. Il ne se contentait pas de créer du contenu, il lançait un message clair. La qualité avant la quantité. La profondeur avant le clinquant. La confiance avant le spectacle. Ces règles étaient simples. Aucun outil montré à l'écran s'il ne figurait pas réellement dans sa caisse. Les sponsors devaient mériter leur place, pas l'acheter. Son rythme lui appartenait. Parfois, il publiait chaque semaine. D'autres fois, il faisait une pause pour des pièces ou un projet parallèle. Les fans ne s'en offusquaient pas. Ils savaient que chaque épisode vaudrait l'attente. Pendant ce temps, Wheeler Dealers poursuivit sa route.
Ant Anstead, quitta l'émission en 2020, remplacé par Mark Elvis Priestley, ancien mécanicien F1 chez McLaren, à l'humour pince sans rire et au savoir-faire affûté. L'émission retourna à ses racines britanniques avec un nouvel atelier au Royaume-Uni. Les audiences restèrent solides. Mais la communauté des fans, elle, demeura divisée. Certains regrettaient toujours l'approche d'Ed. D'autres appréciaient le format plus rapide et plus léger. Mike Brewer continuait de piloter le navire, jonglant entre les exigences de la télévision et un héritage désormais long de plusieurs décennies. Mais malgré l'éloignement, les rumeurs de retrouvailles ne cessèrent jamais. 2 trajectoires, un seul héritage. En 2023, les spéculations repartirent de plus belle. Un blog laissa entendre une possible apparition en invité. Un fil Reddit s'enflamma après qu'un internaute affirma avoir vu Mike et Ed discuter à Goodwood. L'idée d'un épisode spécial pour les 25 ans de l'émission commença à circuler. Ni l'un ni l'autre ne confirma, ni ne nia les rumeurs. Interrogé, Mike esquissa son sourire habituel. Ne jamais dire jamais. Lors d'un live, Ed répondit à une question d'un fan avec un clin d'œil. Seulement si on montre chaque écrou et chaque boulon. Pas un oui, mais loin d'être un non. En 2024, les fans eurent enfin une lueur d'espoir. Les 2 hommes apparurent au même salon de voitures anciennes, intervenant dans des panels séparés, mais partageant un moment en coulisses. Une photo circula, des sourires furent échangés. Twitter s'enflamma. Quelques semaines plus tard, Mike posta un message d'anniversaire à Ed. Celui-ci répondit par un emoji pouce levé. Pour beaucoup, c'était comme de l'huile sur un engrenage sec. Aujourd'hui, chacun poursuit son propre chemin. Ed expérimente les taxis à hydrogène et les carburants alternatifs. Mike pousse l'émission vers sa 20e saison, promettant le plus gros bénéfice jamais réalisé. Ils mentionnent rarement l'un l'autre en interview, mais toujours avec respect. La poignée de main n'a pas encore eu lieu, mais la porte du garage n'est pas fermée non plus. 2 styles, 2 visions, un partenariat inoubliable. Peut-être que l'avenir réservera une réunion, ou peut-être qu'elle n'est pas nécessaire. Mais leur histoire continue de rouler